Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez Le Menteur de Nora Roberts. Le Menteur est le tout dernier roman de Nora Roberts, la reine du suspense romantique. Shelby Foxworth en avait perdu son mari puis ses illusions. L'homme qu'elle aimait était un menteur, un voleur, infidèle et faux comme le diamant qui lui a passé au doigt. Ayant tout perdu et n'ayant plus rien à quoi se raccrocher, Shelby se réfugie chez sa fille dans sa ville natale. Mais pourra-t-elle vraiment échapper à son passé et à celui de ce mari qui vivait sous de multiples identités? Le Menteur est un roman à l'intrigue haletante qui nous emmène là où on ne l'attend pas. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, David Goudreau. Et David, je veux qu'on parle de La Bête et sa cage. Et je veux qu'on parle de la première phrase de tes romans. Parce que la première phrase de ton premier roman, tu disais « Ma mère se suicidait souvent, si ma mémoire est bonne. » Ouais, exactement. Et là, cette fois-ci... Attends, j'ai encore tué quelqu'un. Oui. C'est important, l'incipit du roman. J'adore ce mot-là, l'incipit, la première phrase qui ouvre le roman. Mais souvent, les gens, avant d'acheter un roman, vont faire ça dans une librairie. Effectivement. Mais il faut se le permettre. Il ne faut pas être gêné de toucher les livres, ni dans les librairies, ni dans les salons du livre, ni nulle part. C'est mon édito. Il faut vraiment se permettre de toucher cet objet qu'est le livre, d'être curieux, de l'ouvrir, d'essayer aussi de découvrir des nouveaux auteurs. Puis c'est une bonne façon de le faire, effectivement, de lire les premières phrases. Puis moi, la façon que j'ai de travailler, c'est beaucoup de retravailler, de repartir du début et retravailler, repartir du début, retravailler. Donc, les premières phrases, c'est celles que je relis, que je revois le plus souvent. Et donc, très, très important pour moi que ça accroche le lecteur dès les premières lignes. Et aussi pour La Bête et sa cage, et particulièrement pour le troisième tome que je suis en train de travailler. Là, je rejoins les deux bouts. Donc, j'ai écrit les premières phrases, le premier chapitre et le dernier. Et là, je fais un travail finalement de rejoindre, il faut que c'est deux parties du roman, donc je voulais être sûr d'avoir un début très très fort et une finale aussi forte et d'essayer de rester finalement intense dans la construction des chapitres qui vont permettre de toucher ces deux grands moments de la vie de mon personnage. Et je sais pas si c'est ton côté de slammer qui fait que quand on te lit, on entend vraiment la musicalité. Mais ça, c'est génial parce que c'était pas voulu. C'est un commentaire qu'on m'a déjà fait, puis je suis content de le réentendre parce que ça vient confirmer. Mais oui, en fait, probablement que mon expérience, oui, de slam, mais même de poésie. Tu sais, la poésie, on travaille en vers assez court, on travaille, en tout cas dans mon cas. Donc, il y a une espèce d'économie de mots, de chercher à dire le plus possible, dans le moins de mots possible. Et probablement aussi le rythme du poème et le rythme d'un texte qui est écrit pour être dit. Je suis aussi parolier pour des chanteurs, des chanteuses. Donc, j'ai cette intention-là, j'ai cette idée dans la tête du rythme. Faut que ça sonne finalement. Tu sais. Et sans tomber dans les stratégies trop évidentes, des figures de style, d'allitération, assonance et compagnie, j'essaie quand même d'avoir des phrases qui se répondent, d'avoir effectivement un rythme, mais j'étais pas conscient que ce rythme-là était soutenu. En fait, c'est quand j'écris, moi, je me dis la phrase, puis souvent que j'essaie de la travailler pour qu'elle sonne le mieux possible, comment je peux placer la virgule, tout ça. Pour moi, le style, c'est super important. Mais mon intention n'était pas d'utiliser mon expérience de poète ou de slammer. Et finalement, ce que j'entends des critiques, des journalistes, et c'est ce que tu me confirmes aujourd'hui, que oui, on reconnaît le rythme et que ça aide en fait la lecture, parce qu'une fois qu'on embarque, il y a une espèce d'enchaînement qui se fait, donc par le rythme. Et c'est écrit au jeu? Est-ce que dès le départ, tu voulais que ça soit au jeu? J'ai envisagé de faire parler le personnage autrement, mais vraiment, c'est le jeu qui s'imposait parce que la trilogie, même je pense dans son ensemble, c'est une réflexion sur l'égocentrisme, sur les jugements que l'on porte sur le monde, sur soi. Puis je trouvais que le jeu le permettait. Et surtout, c'est que en étant la première personne, ça me permettait de m'asseoir dans le personnage, finalement, de piloter le personnage de l'intérieur et vraiment de voir jusqu'où il pouvait aller. Puis peut-être que je me serais pas permis d'aller aussi loin dans les délires, parce qu'il faut quand même dire que mon personnage se trompe avec beaucoup d'assurance, tu sais, qui est pas mal tout le temps dans le champ, mais qui pense qu'il a l'affaire. Mais on s'y attache quand même. Ben oui, vraiment c'est beaucoup. mon défi qu'il soit attachant malgré sa folie et ses actions inacceptables. Et je pense que s'il est attachant, c'est peut-être justement parce qu'il est incarné, tu sais, que moi je me mets dans ses bottes puis je me dis jusqu'où, tu sais, il peut aller.
Puis moi, à quelque part, j'ai aussi de la compassion pour ce monde-là. Ça me fait rire, mais j'ai aussi de la compassion. Tu sais, là, on les voit sortir, ils commencent à faire pas mal beau. Fait que là, on en a là, des petits cuclounes qui sortent en bédaine pour montrer leurs 3-4 tatous absolument dégueulasses, entraînant un chien de combat dans les parcs, puis en pensant qu'ils l'ont l'affaire. Tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi qui me fait rire dans l'égocentrisme de mon personnage, qui est pas tout à fait comme ça, mais qui est un peu dans cette espèce d'esprit, tu sais, de « Ah, moi, je sais comment ça marche, puis moi, je l'ai l'affaire. » Puis finalement, que tout le monde autour réagisse en disant « Non, non, tu l'as pas. » Puis même la justice va te dire que tu l'as pas, puis les services sociaux vont te le dire, puis tout le monde essaie de te faire comprendre que regarde ta façon de voir le monde, de consommer, d'agir, de juger les gens, ça fonctionne pas, ça. Est-ce que c'est ton travail de travailleur social, justement, qui t'a permis de voir des gens aller puis de vouloir construire tes personnages avec ce que tu voyais, les traits que tu avais envie de nous dévoiler dans cet ouvrage-là? Probablement qu'il y a un mélange de plein de personnes que j'ai pu croiser. Et surtout, par rapport à ma carrière de travailleur social, c'est surtout un exercice de ventilation. En fait, tu as raison, c'est très lié à ma profession, mais c'est surtout lié dans le sens de enfin pouvoir en rire. T'sais. Parce que moi, j'ai travaillé pendant 8 ans dans un centre de prévention suicide. Fait que c'est super lourd. J'accompagnais des personnes suicidaires endeuillées, des enfants endeuillés, leurs parents suicidés. T'sais. Fait qu'au quotidien, ça pèse. Puis j'ai travaillé aussi pendant des années au centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, j'accompagnais des victimes de criminels, justement. Puis là, moi, j'avais envie de parler du petit criminel ordinaire qu'on croise, nous autres. C'est pas vrai, là, les Vito Rizzuto et Mom Boucher, là, il y en a pas tant que ça. T'sais. La réalité dans la rue, c'est surtout du monde assez démuni, qui ont des problèmes de consommation, de comportement, de gestion d'impulsivité, puis qui font plein de petits crimes plus ou moins minables, puis qui se mettent dans le trouble de plein de façons, puis qui font plein de victimes. Puis moi, j'avais envie, finalement, de parler de ces personnages-là, justement, de montrer le point de vue de l'intérieur, puis voir à quel point c'est des gens aussi vulnérables, puis en détresse, puis qui ont besoin d'aide. Puis je lui fais dire plein d'énormités pour montrer à quel point que c'est du monde tout croche, puis que c'est drôle, dans le fond. Puis aussi, comme travailleur social, il y a ça, la réalité, c'est que j'ai été témoin, j'ai dû accompagner des gens dans des situations complètement tragiques, mais il y avait quand même toujours quelque chose de drôle. Puis ça aussi, je voulais en témoigner, faire un roman. Oui, c'est trash, oui, c'est dur, je parle de choses vraiment intenses, mais je mets beaucoup d'humour parce que c'est plein d'humour, la vie aussi, puis même dans des situations où j'accompagnais des parents qui avaient perdu un enfant ou des personnes qui venaient d'être victimes d'une agression, elles-mêmes, parfois, malgré la tragédie, ça enlevait rien au fait que ce soit des victimes puis que la situation est triste et tragique, mais eux-mêmes trouvaient le moyen d'en rire parfois, de faire un petit clin d'œil ou de parler justement de leur agresseur en disant « Hey, méchant cabochon, le gars, il m'a cassé un bras pour me voler 20$. » Puis là, on arrivait quand même à en rire à quelque part parce que c'est ça la réalité. La réalité des victimes d'actes criminels, elle est tragique et parfois un peu absurde. Puis ce côté absurde-là, je voulais qu'on le retrouve dans le livre, puis montrer que ultimement, le plus absurde, c'est le criminel. C'est pas tant la situation ou la victime. Et dans le tome 2, mais ton personnage se retrouve en prison. Est-ce que tu as dû faire appel justement à des gens qui travaillent dans des pénitenciers pour t'aider à bien nous rendre qu'est-ce qui se passe dans une prison? Ouais, j'ai fait la recherche. Puis là, d'ailleurs, lui-même se retrouve victime jusqu'à un certain point d'un certain papillon qui aime bien le violer. Mais oui, je voulais coller à la réalité. Ça reste une fiction, mais le décor de la prison appelait tellement un univers particulier, appelait tellement une tension, une violence même, que je voulais être sûr de bien le rendre. Donc, j'ai rencontré 2 agents correctionnels, une agente de probation et même 2 détenus qui sont en liberté, mais qui ont vécu la réalité du pénitencier, donc vraiment un centre de détention fédéral. Puis je leur ai posé plein de questions, j'avais préparé des questionnaires. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point parfois il n'y avait pas du tout la même perception de ce qu'est la prison. Mettons, un agent correctionnel puis un détenu n'avait pas vraiment la même perception. Puis sur d'autres points, oui, il y avait vraiment la même perception que oui, c'est un milieu où il faut se tenir puis il faut être en gang. Donc autant les agents correctionnels, c'est un gang en soi qui se tiennent. Puis c'est normal que les détenus soient en gang puis qu'il y a un équilibre à maintenir. Puis après l'écriture, j'ai fait lire le premier manuscrit à un agent puis un des détenus. Puis ce qu'il me disait, c'est que c'est très près de la réalité. En fait, tout ce qui se passe dans le roman se passe dans les prisons. Ça se passe peut-être pas aussi vite puis de façon aussi intense, mais tout ça se passe. C'est une réalité aussi. Puis en filigrane, c'est une façon pour moi de le dénoncer parce que comme société, on tolère que dans les prisons, il y ait du trafic de stupéfiants, puis il y ait
vrai des agressions sexuelles, puis de la violence, puis des tentatives de meurtre et des meurtres. T'sais. Ça se passe dans les prisons au Québec. Donc, c'est une façon aussi pour moi de le ramener un peu à la surface, de dire, oubliez pas que derrière le roman, derrière l'humour, derrière ce personnage complètement tordu, il y a une réalité complètement tordue qui, elle, est là pour vrai. T'sais. Et tu parles que tu as fait lire ton manuscrit à des gens. Il y a un certain Fred Pellerin aussi qui l'a lu. Oui, mon chum Fred, il est tellement cool, ce gars-là, pas vrai? On a l'impression que c'est un grand homme qui en fait beaucoup, puis qui est grand sur scène, mais il est encore plus grand en vrai. Puis je me permets de le dire, ça a été un de mes premiers lecteurs pour La Bête et sa cage. Puis moi, j'avais demandé juste de me faire des commentaires. Moi, je m'attendais avec son horaire super chargé quand même, qu'il me fasse 2-3 commentaires, des suggestions. Puis finalement, il m'a retourné le manuscrit à noter à chaque page avec une lettre de 5 pages, avec plein de suggestions, plein d'idées. Donc, il a vraiment fait un travail d'édition, carrément. Fait qu'il est super généreux, vraiment. Puis il tripe dans cet univers-là aussi. Moi, ça m'a étonné quand j'ai su qu'il avait autant aimé le premier. T'sais. Pourtant, il s'en permet quand même pas mal sur scène. Là. On s'entend que c'est pas lisse comme show. Il va dans des petits coins parfois assez surprenants. Mais je pensais pas qu'il allait embarquer autant dans mon univers. T'sais. Fait que pour moi, c'était une belle surprise. T'sais. Puis je pense qu'il faut faire confiance aussi aux gens. Puis c'est peut-être ce qui m'étonne le plus, en fait, si on va dans ce sens-là avec l'univers que je mets dans mes romans, c'est à quel point les gens embarquent, puis que le côté trash les rebute pas, puis que les gens sont capables de voir le deuxième degré, puis de lire entre les lignes. Puis là, il y a plein de profs qui l'utilisent dans les cours, entre autres dans plein de cégeps en littérature, puis même au secondaire. Je sais que ça a été mis au programme en secondaire 4 et 5. Puis pour moi, c'est vraiment une grande reconnaissance. Puis surtout, je me dis, wow, que des profs se permettent de faire lire des auteurs québécois contemporains, puis d'utiliser du matériel qui est quand même dur pour faire rencontrer... Mais c'est la réalité. Exact. Puis, mais cette rencontre-là, de la littérature, de la réalité et des ados dans les polyvalentes, pour moi, c'est une belle surprise. Je pensais pas que ça allait aller jusque-là, dans leurs mains, qu'elle allait en discuter en classe, puis que ça allait être un outil, finalement, de pédagogie. Ça, pour moi, c'est une belle, grande surprise. Il y a un de tes outils de travail qui est proche de toi, ton enregistreur. Ouais, j'ai mon petit dictaphone. Ça étonne souvent les gens quand je sors ça pour prendre mes notes. Mais honnêtement, c'est mon principal outil de travail, même plus que l'ordinateur. Si j'avais pas ça, je serais en détresse, je crois. C'est vraiment à la base. Dans le fond, je fais tellement de routes. Moi, je fais beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences dans les écoles, dans les cégeps, universités aussi. Puis, je suis souvent sur la route et moi, j'ai mes idées essentiellement sur la route. C'est vraiment mon bureau principal. Quand je suis sur la route, j'ai des idées, je prends des notes, j'écoute la radio un peu, mais surtout, je réfléchis à mes projets, puis je pratique mes textes, puis là, je note plein de choses sur mon dictaphone. Et souvent, après une semaine ou deux, ben là, j'ai 200 entrées. Là, je m'installe à l'ordinateur un peu découragé, je me prépare du thé, puis je m'installe à l'ordi. Et là, j'ouvre tous mes fichiers, puis j'envoie tout ça dans le bon fichier. Puis déjà, en passant du dictaphone à l'ordinateur, ben, il y a un travail de réécriture qui se fait. Puis après, ben, je reprends de cette deuxième mouture, puis là, je retravaille encore. Donc moi, je suis vraiment un des partisans de l'effort et du travail, du retravail, de remettre 1000 fois sur le métier son ouvrage, parce que je pense que les grandes œuvres, et j'aspire éventuellement, je sais pas si je m'en approche, mais j'aimerais, moi, écrire des livres importants, pour le lecteur d'abord, mais pour m'inscrire dans ma culture, pour m'inscrire dans la littérature québécoise, pour avoir une brique à l'édifice. Je pense qu'on a une culture particulière, on est une nation particulière, puis je veux participer à ma façon, laisser une marque aussi à travers tout ça. Et pour moi, ça passe par le travail. Donc, je pense que j'ai un peu de talent, mais j'ai pas peur de mettre des efforts. Moi, je dirais beaucoup de talent, là. Non, mais c'est gentil, merci. Mais surtout, je veux mettre les efforts. T'sais. Puis pour moi, c'est important qu'un lecteur choisisse mon livre, prenne le temps de le lire, puis je prends ça au sérieux. Donc, j'ai pas peur, moi, de retravailler 1 heure la même phrase, puis de travailler 2 jours le même paragraphe, pour être sûr de donner le meilleur de moi à ce moment-là, de mon expérience d'auteur, puis vraiment de participer
à quelque chose de plus grand que moi, en toute humilité, c'est pas tant, je veux pas tant qu'on Mais retienne. ça sent que tu les travailles beaucoup, tes textes. Cool. Ben merci, c'est ça, je veux vraiment, pas tant que le nom reste, mais que l'effort littéraire reste, puis qu'il y ait des gens qui s'inspirent de ça, puis moi j'espère, qu'il y a des gars, des filles, justement, qui me lisent en ce moment, Polyvalente, de Marieville ou de Saint-Hyacinthe, de Montréal, peu importe, puis qui trouvent ça assez intéressant pour se dire « Hey, ça me parle, c'est mon langage, c'est vraiment ancré dans la culture québécoise, puis en même temps, il y a quelque chose d'original là-dedans, qui me donne envie, moi, d'embarquer dans ce trip littéraire-là, puis qui vont peut-être eux-mêmes devenir écrivains ou qui vont animer une émission qui parle de littérature ou qui vont devenir éditeurs, peu importe. Puis comme ça, comme moi, on m'a allumé, ben, j'espère en allumer d'autres, puis que cette espèce de chaîne de culture littéraire québécoise reste forte, puis qu'on avance ensemble, puis qu'on impose notre culture forte, québécoise, littéraire au monde. Mais merci, David. On s'arrête et dans les prochains instants, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Excellent.